Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui on va parler rendu et compositing et crois-moi ça va être super stylé. C'est parti. Alors je sais pas si tu te souviens mais la dernière fois on avait terminé l'éclairage de notre fameux pistolet interdimensionnel de Rick et Morty. Maintenant que l'éclairage est terminé, qu'on a fini aussi les matériaux, il suffit de faire le rendu et le compositing. C'est la dernière étape pour terminer une image. Donc pour ça, on va repasser sur notre Blender ici et on va partir de la scène qu'on a vue tout à l'heure et on va directement faire le rendu et le compositing. Si tu ne sais pas à quoi ça correspond le rendu et le compositing, c'est que tu n'as pas vu les cours sur la théorie et ça ne va pas, d'accord? Donc je te les mets en haut et va les voir, comme ça tu seras au taquet sur ce qu'on explique aujourd'hui. Alors, ici, comment on fait le rendu de notre image? Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais dégager un petit peu des viewports, hein. Je rappelle, hein, intérieur vers extérieur, ça ferme, intérieur vers intérieur, ça ouvre. Et je vais venir simplement dans mes paramètres de rendu. D'accord? Donc les paramètres de rendu, ça se passe dans propriété ici, et c'est ça, c'est le petit appareil photo ici. D'accord? Et on va changer 2-3 trucs. Je ne vais pas tout expliquer. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Et encore une fois, l'idée, c'est que tu puisses avoir les bases dans cette vidéo. Et donc de pas te prendre la tête avec des trucs compliqués qui ne sont pas pertinents tout de suite. C'est pertinent plus tard, mais pas tout de suite. Donc, je ne vais pas tout expliquer, mais je vais quand même t'expliquer les fondamentaux. Les premiers fondamentaux, c'est qu'en fait, tu as deux types de systèmes de rendu. C'est le sampling en viewport et le sampling en render. Donc dans le sampling ici. Sampling, ça veut dire qualité. Hein. En gros, qualité. Donc plus le sampling est élevé, plus tu as une image de qualité. Donc quand tu bouges ces samples ici, tu vas bouger en fait les samples directement dans mon viewport ici, c'est-à-dire le rendu interactif que j'utilise avec Z vers le haut. D'accord? Alors que quand tu bouges ces samples ici, tu vas bouger la qualité de ton image finale que tu vas rendre plus tard. D'accord? Parce qu'en fait, le système de rendu de l'image, il est différent du système de preview dans le viewport. Donc c'est important de bien capter ça. Donc, donc si tu veux voir ce que ça donne ici, voilà, si par exemple je mets un sample ici et que je repasse en rendu, tu vois, voilà, là j'ai un sample, il y a plein de noise, c'est dégueulasse, je t'avais expliqué hein, dans la partie théorique sur le moteur de rendu, quand tu envoies des rayons par pixel, bah là, en fait un sample c'est comme si j'envoyais un seul rayon par pixel, ce qui donne ça, donc évidemment c'est pas ouf, donc on va augmenter, et là l'idée c'est d'augmenter les samples jusqu'à ce que mon image devienne propre, d'accord? Et c'est important que ton noise threshold ici, tu le mettes à 0,01. Je pourrais t'expliquer ce que c'est, mais c'est trop, pareil, là ça rentre dans les détails, trop tôt, donc juste tu mets ça à 0,01, tu te poses pas de questions. Si vraiment tu veux savoir, tu poses ta question en commentaire et je répondrai par écrit. Ici du coup on va pousser le maximum. En fait l'idée c'est de pousser jusqu'à ce qu'on ne voit plus de grains. Tu vois il y a plein de petits points là ici. Donc on va zoomer d'ailleurs ici en décochant l'autre caméra tu vois, voilà. Et on va ici s'arranger pour qu'il n'y ait plus de petits points ici quand je zoome, d'accord? Donc on y va. Pour savoir quand est-ce que ton rendu est terminé, il faut que tu regardes, alors là on ne le voit pas, mais ici, voilà. Tu vois, tu as ici rendering done, tu vois. Il faut que tu aies écrit rendering done pour voir s'il y a encore des petits points. Alors on y va, 183, on voit que ça suffit pas. On va pousser. Ça commence à être pas mal, on commence à être bon. On voit qu'il y a encore quelques petits points ici, mais c'est de moins en moins flagrant. L'idée, c'est que tu vas jamais pouvoir enlever tous les petits points, hein, mais il faut juste qu'on les voit le moins possible. Donc on va pouvoir pousser. Je pense qu'on peut monter peut-être jusqu'à 512. On va voir. Voilà, hop, 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 hop. C'est pas mal, là, on voit que ça y est. Allez, on va tester 1024. Ouais, alors là, je vois quasiment plus de différence, mais on est pas mal. Ok. Ça m'a l'air bien. Encore une fois, qu'il y ait quelques petits points, c'est pas grave, parce que de toute façon, après, dans notre image, on va rajouter du bruit. Donc, c'est pas une catastrophe. Si, par contre, t'en as, voilà, t'en as trop, ça va. Donc là, 1024, pour moi, ça me va. Pourquoi je teste dans le viewport? Parce que ça me permet de savoir quelle valeur je vais mettre ici, du coup, en rendu. En rendu, je vais mettre, du coup, 1024. Ok. Le min sample, hein, donc ça, c'est la. En gros, c'est ce qu'on a appelé la qualité max et la qualité minimum. La qualité minimum, tu dois tout le temps la mettre à 0. Puisqu'en fait, Blender, c'est lui qui va décider de sampler ou non. Donc s'il pense qu'il n'a pas besoin de sampler, il ne sample pas. Ça te permet de gagner du temps en rendu. Encore une fois, hein, ça prend un peu de temps de calculer les images, hein, donc autant optimiser. Cela étant fait, du coup, on va descendre ici, et globalement, il n'y a rien à cocher. Et si toi, et c'est certainement le cas, tu as ici la case denoise cochée, tu la décoches. J'insiste. Je vais t'expliquer pourquoi après. Tu décoches cette case. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans Light Pass. Parce que du coup, si je dis pas de bêtises, là on est bon, et on est bon, il n'y a rien à toucher à ça. Ok. Light Pass ici, il y a quelques petits trucs à faire. Toi, tu vas avoir un truc du genre ici, 4. C'est trop, ça ne sert à rien. Alors pour une image fixe, à la limite, c'est pas grave. Mais pour de l'animation, ce serait une galère. Et de toute façon, c'est rajouter du calcul pour rien. Parce que tu vois bien que dans mon image, ça ne change rien. Donc là, tu vas mettre ta diffuse à 0 et ta glossy à 3.
Tu me demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Je vais t'expliquer, c'est très simple. Comme je t'ai expliqué, un moteur de rendu à lancer des rayons, ça lance des rayons. Et bien ça, en fait, ça contrôle simplement le nombre de fois où chaque rayon peut rebondir sur une surface. D'accord? Quand tu fais un rendu, tu as plusieurs types de surfaces. Tu as la diffuse, qui est l'absorption, on l'a vu dans les shaders. Tu as la réflexion, qu'on va appeler la glossy. Et tu as la transmission, c'est les rayons qui passent à travers les éléments. Et bien ça, c'est combien de fois mon rayon de diffuse peut rebondir sur une surface? Là, 0 fois. Combien de fois mon rayon de réflexion peut rebondir sur une surface? Donc combien de fois je peux voir la réflexion d'un objet dans sa propre réflexion? Ici, 3 fois. Et transmission, combien de fois un rayon peut passer à travers du verre? Là, j'ai mis 24 fois, mais c'est un nombre maximum. Donc là, on a moins de verre. Là, on a que 4 parois de verre. Donc en gros, le rayon passe 4 fois. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, même s'il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Pareil, c'est tout simplement parce que tu as juste besoin de comprendre ça. L'idée, c'est de savoir qu'en fait, tu dois mettre ces chiffres à leur minimum vital et tu regardes si ton image en pâtit beaucoup. Si tu vois qu'elle en pâtit beaucoup, tu les augmentes. Sinon, tu les diminues. Ça, c'est des choses exponentielles sur tes temps de rendu. Plus tes chiffres sont bas, plus tes temps de rendu vont être rapides. Ça, on a la case clamping ici, on en a déjà parlé la dernière fois, donc je ne reviens pas dessus. On a la case caustique ici, et là, tu vas juste les décocher. D'accord? Je ne vais pas expliquer ce que c'est en particulier, c'est des choses pour rendre des réflexions particulières de l'eau ou des matériaux transparents. Tu coches pas. Tu vois, c'est super lourd, ça sert à rien, ça sert, mais là, pour le coup, ici, dans cette scène, ça sert pas, donc on les décoche. Et si un jour tu veux t'intéresser à la caustique, à la limite, mets-moi un petit commentaire et je regarderai si on pourra pas faire un petit tuto dessus. Donc, cela étant fait, et le dernier truc qu'on va modifier, c'est dans Performance ici, et tu vas cocher ici Persistent Data. Ça va te permettre qu'à chaque fois que tu vas refaire un rendu, c'est que Blender il va pas recalculer et recopier les paramètres de ce rendu-là dans ton image. Un autre truc aussi, peut-être que tu n'as pas écouté le cours sur l'intro de Blender et du coup peut-être que tu es encore sur ton processeur quand tu fais ton rendu. Donc c'est important que tu sois bien en cycle ici et là que tu sois en GPU. Si ton GPU est grisé, il faut que tu ailles dans tes préférences ici, d'accord? Et que tu viennes bien dans Système, Cycle Render Device et que tu viennes chercher Optics et ta carte graphique. Si tu es sur AMD, ce ne sera pas Optics mais ce sera One API. Sinon c'est pareil, d'accord? Cela étant fait, maintenant, on a nos paramètres pour pouvoir faire un rendu tranquille. Donc, pour faire un rendu dans Blender, c'est très simple. Tu, ici, enregistres ta scène. Alors, nous, on va l'enregistrer, du coup, en rendering. Alors, je vais même plutôt l'appeler compo, parce que, du coup, au final, le compo, on va le faire dans la même scène. Voilà. Et pour faire un rendu, tu appuies simplement sur F12. C'est tout bête. Tu appuies sur F12 et le rendu va se faire. D'accord? Je vais mettre ça ici, comme ça, pour que tu vois bien. Voilà, on est, tu vois, à 560 frames, 560 samples, ici 800, etc. Et hop, le rendu est terminé. Donc ça m'a pris 14 secondes. Ça se peut que chez toi ça prenne plus de temps, ça dépend de ta carte graphique et de ton matériel. Peu importe, si ton image prend moins de 10 minutes à être calculée, tout va bien. D'accord? Fais-toi un café, sois un peu patient, mais si ton image prend moins de 10 minutes à être calculée, tout va bien. Si elle prend plus de 10 minutes, genre on commence à taper dans 15 minutes, une demi-heure, il faut que tu baisses quelques paramètres, notamment les samples. Tu les as certainement mis trop. D'accord? Donc ils sont peut-être à 1024, là tu peux les mettre à 512 et voir ce que ça donne. Donc ça on va fermer. Et maintenant on va faire le compositing sur cette image. Alors comment on fait le compositing sur une image pareille? Eh bien on va directement en fait changer notre panneau de travail ici en compositing. Ok? Donc ici je vais venir changer ça et je vais venir aller chercher le compositing editor. Compositor. D'accord? Et voilà un petit peu ce qu'on a dans le compositor. Je vais fermer ce petit panneau là avec la touche N. Je vais réafficher dans ma view ici. Ah, mais ça ne marche qu'avec le 3D, les screencasts. Bon, bah, tant pis, tu pourras pas voir mes raccourcis, désolé. C'est pas grave, je vais les dire à l'oral de toute façon. Et là, tu vois, comme j'ai fait mon rendu, je vois mon image ici, de base. Ça se peut que toi, tu n'aies pas cette image-là. Si tu ne l'as pas, c'est juste qu'il faut cocher ici Use Node. Donc voilà, sache-le. Si tu n'as rien là, il faut que tu coches Use Node ici en haut. Okay. Donc là, on a notre image, et on a deux nœuds par défaut, c'est le compositing et le viewer. Ça se peut que tu n'aies pas le viewer, toi. Ça se peut que tu n'aies que ça. Okay. Composite. Le composite, ça veut dire ça, c'est l'image finale. C'est ce qui sera écrit sur ton disque dur à la fin. D'accord? C'est l'image finale, c'est la fin. D'accord? Le viewer, c'est un truc qui permet de voir l'image. Donc ici, je vais créer un nœud. Je vais recréer le nœud viewer. Donc c'est dans Search. Ici, tu mets viewer. Et c'est un truc qui permet de voir l'image pendant que tu travailles. Donc on va glisser l'image dans viewer ici. Pour voir ton viewer, il faut juste que tu cliques sur backdrop ici. Et ça va te donner l'image derrière. D'accord? Alors moi, c'est un truc qui me fait chier de ouf, ça. Je supporte pas avoir l'image derrière pendant que je travaille sur mes nœuds. Ça me dérange de ouf. Moi, je veux avoir l'image tout seul. Donc pour faire ça, tu peux décocher backdrop. Et ce que tu peux faire, c'est venir ouvrir un nouvel onglet, ou même, en fait, carrément, tu peux carrément prendre l'onglet existant de timeline ici, et venir chercher ici Image Editor. Et en fait, tu peux venir ouvrir ton viewer ici. Et du coup, là, tu vois ton image qui sera ce viewer-là dans ton Image Editor. Donc, tu vois le résultat de ton compositing à part, c'est quand même beaucoup plus pratique. Maintenant que ça c'est fait, hop, je vais mettre ma tête ici pour, ici pour qu'on voit bien, et on est parti, on va retravailler cette image. Alors, le compositing, c'est très simple. L'idée, je te l'ai déjà expliqué dans la partie théorie, c'est de modifier cette image avec des effets non plus là, du coup 3D mais 2D. Et ce qui est cool, c'est que Blender sait le faire. Donc c'est vraiment bien. Comment on fait ça? Alors je vais du coup venir enlever le lien ici dans Composite. Donc je vais même lier ces deux ensemble pour avoir ce point-là qui soit là.
Quand on se fait ça, je fais Shift clic droit et hop, ça fait un petit point entre les deux. Shift clic droit et tu glisses. Ici, du coup, on va rajouter, donc entre cette image-là et le résultat qui est là, un nœud qui s'appelle un glare. Donc ici, je cherche glare. Le glare, c'est un nœud qui est vachement pratique parce que ça prend ton image, ça garde les autres lumières, ça les floute et ça les met en addition. Alors tu dois pas avoir capté un bout de ce que j'ai raconté, mais t'inquiète, c'est pas grave, tu vas comprendre quand je vais le mettre. L'idée en fait, c'est que ça va rendre tes lumières, ça va donner un espèce de halo lumineux à tes lumières et ça va donner vraiment ce côté, ah oui, c'est vachement plus organique, tu vois. C'est un truc que les caméras font naturellement dû au fait que leur lentille est pas parfaitement clean et du coup la lumière vient s'estomper sur la saleté des lentilles. Donc c'est un truc qu'on aime bien mettre. Donc ça, je mets caméra ici, je mets dans image et glare, je mets ça là. Alors, le problème, c'est que le glare par défaut, ça fait des espèces de lignes comme ça, d'étoiles, on se croirait dans Alice au Pays des Merveilles, c'est éclaté. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc beaucoup plus subtil. Et donc là, en fait, il faut changer straight en fog glow. Le fog glow, c'est vraiment... Là, on a un truc... Oh ouais, cool. C'est un peu trop violent. Hein. Là, vraiment, on est un peu violent. Donc, on va baisser ce glare. On va venir ici dans threshold et on va l'augmenter, cette valeur. D'accord. Le threshold, ça correspond à partir de quelle valeur je prends la lumière pour faire un glow dessus. Donc, un glow, un glare, c'est la même chose. Donc, plus cette valeur est élevée, moins, du coup, il va en prendre parce que ça correspond aux valeurs très, très, très élevées dans ton image. Si par contre ta valeur est à 0, il va prendre toute ton image. D'accord. Donc là, je vais mettre par exemple une valeur à, je sais pas moi, 10. Et du coup, là, déjà, il prend que le portail et ça. 10, c'est encore un peu élevé, peut-être 20. 20, ça commence à être pas mal. Allez, 15. Ok, c'est pas trop mal. D'accord. Donc voilà le premier truc qu'on va faire. Le deuxième truc qu'on va faire ici, c'est on va créer ce qu'on appelle une lens distortion. Une lens distortion, c'est quoi? C'est en fait le fait que notre image, en fait, comme c'est une focale qui est assez courte, d'accord, et ben les focales courtes, elles ont tendance à déformer l'image et l'image va être un petit peu arrondie. On appelle ça souvent l'effet GoPro parce que c'est souvent ce que donnent les GoPro en fait. Et donc on va créer cet effet-là un petit peu, pas fort, mais on va le mettre un petit peu, ça va donner un truc un peu plus organique, un peu plus réaliste à notre image. Donc pour ça, on va créer un nœud qui s'appelle Lens Distortion. Encore une fois, je rappelle, pour créer un nœud, Shift A et j'appuie sur S pour chercher. Hop, et je le mets ici. Lens Distortion, de base, ça fait rien. Il faut cocher la case jitter et projecteur. Fit et projecteur, pas projecteur. Jitter et fit, pardon. Le jitter, ça va faire un petit noise. Ça va permettre de rendre le noise beaucoup moins présent dans l'image. D'accord. Et le fit, ça permettra de, quand tu vas distort ton image, on voit autour, tu vois. Quand tu fais fit, on ne voit plus, en fait. Il te la rescale pour pas qu'on le voit. Donc évidemment, là, c'est beaucoup trop. On va rendre ça beaucoup plus subtil. Mais du coup, tu vas en mettre un petit distort, voilà, à 0,5 par exemple. Voilà, et tu vois, tu as quelque chose vraiment un peu plus réaliste. Et on va aussi changer la valeur ici, dispersion. Et du coup, la dispersion, en fait, ça fait la même chose que distort, sauf que ça distorte de manière différente sur les couleurs RGB. Et du coup, tu vois, on a une espèce de truc qui vient de se... c'est de la dispersion chromatique en vrai, hein, c'est ça. Et en fait, c'est pareil, c'est un défaut qui vient des lentilles et des capteurs sur les appareils photo qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est bien de la rajouter, ça donne un effet un peu moins 3D, tu vois. Donc je vois, juste pour donner une idée, on avait une image qui ressemblait à ça, d'accord. Maintenant, notre image, elle ressemble à ça. Ce qui est cool. Okay. Alors, le truc que je vois qui m'embête un peu pendant que je refais mon rendu, c'est que je trouve que mon image, elle est trop foncée à cet endroit-là. Là, j'aimerais bien avoir un peu plus de lumière. Là, c'est trop foncé, ça m'énerve. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une lumière en rendu pour retrouver en fait un peu de lumière ici, parce que là, j'ai pas assez d'éclairage ici. D'accord. Parce que si j'essaie de rattraper la lumière en compositing, en utilisant un niveau ou une courbe ou des contrastes, je vais aussi éclairer la lumière là. Donc, ça va me saouler. Moi, je veux rattraper seulement ça. Donc, ici, je veux simplement revenir en 3D. Hop. D'accord. Je vais couper du coup ça en deux. Ok. Hop, je vais sortir de ma caméra ici. Je vais passer en rendu ici juste pour voir ce que je fais. Et je vais venir juste ajouter une area light à ce niveau-là. Donc ici, une light area. Hop. Clac. Voilà, on va la reculer évidemment. On va l'agrandir à fond. Parce que c'est une area qu'on appelle une file. D'accord. Voilà. Ici, alors peut-être la mettre un peu plus, enfin un peu moins. Encore une fois, on évite d'éclairer directement en face. Ça donne souvent des choses un peu bizarres. Et cette light, du coup, je vais la pousser un peu, histoire de juste rattraper un peu cette partie qui me manquait. Voilà, là, je trouve ça un petit peu mieux. Par contre, attention, je ne vais pas la mettre grise parce que c'est un peu tristouné. On va mettre un petit bleuté. On va aller chercher peut-être le bleu de la nuit ici. Voilà, un truc dans cette teinte-là. Par contre, du coup, évidemment, beaucoup plus clair. Voilà, peut-être aller chercher un truc un peu moins contrasté. Un peu moins saturé, pardon. Ok, on est un peu mieux. Alors je regarde si je la mets à 0, ce que ça donne avant, après. C'est pas mal. Après, si, mais je pense qu'on va on va le garder, je pense. On va le garder, ça rend quand même l'image un petit peu plus jolie. Tu verras que là, ça devrait aller mieux. On va refaire le rendu, du coup, et tu vas voir que quand je vais refaire le rendu, le compositing qui sera là va automatiquement s'updater en fait. Donc ça, c'est assez cool. Tac, et du coup, tu vois que maintenant, mon compositing, il a cette partie un peu plus bleutée ici et qui est vachement plus jolie dans l'image.
Donc tu vois qu'il ne faut pas hésiter à faire des allers-retours entre ton rendu et ton lighting, parce que c'est un truc important, et c'est pas pour rien que d'ailleurs les métiers de compositeur, ou de compeur, et de lighter sont assez entremêlés, et souvent dans des studios, tu as des gens qui sont lighter-compeurs, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait c'est des métiers qui marchent bien ensemble, hein. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir forcer un petit peu notre image, et on va se dire ouais c'est cool, mais en fait on pourrait encore en faire beaucoup plus en compo. Et tu vois ce qu'on peut faire justement, c'est assez sympa. Ce qu'on va se dire, c'est se dire ok, je vais passer en compositing ici, compositing, voilà. Et je vais me dire, ce serait vraiment d'avoir vraiment un système où je peux gérer ma lumière, où là je voudrais avoir une image qui soit beaucoup plus bleutée, tu vois, et là beaucoup plus vert. Bref, j'aimerais pouvoir contrôler les zones de mon image et leur couleur. Et ça, tu peux le faire avec des masques. Et ça, c'est un petit peu un principe fondamental en compo, c'est l'utilisation des masques, et c'est super pratique. L'idée, c'est quoi? C'est que tu peux venir dans Blender ici, et dans ton truc, tu viens te mettre en mode masque, et tu peux créer un masque. Pour créer un masque, faire clic, contrôle et clic gauche, d'accord? Donc je vais faire un premier masque qui va être, du coup, contrôle et clic gauche. Contrôle et clic gauche. Oh, Ah, il faut appuyer sur New ici. Excuse-moi, il faut appuyer sur New ici avant. Donc, contrôle et clic gauche. D'ailleurs, je vais l'appeler vert celui-là. Parce que ça va être le masque du vert. Hop, et je vais faire un masque du coup. Hop, ici. Tac. Voilà. Hop là. Un truc qui ressemble à ça. C'est pas la peine d'être très précis, hein, on s'en fout. Ok, je vais faire un autre masque du coup, derrière. Donc, en appuyant sur le petit ici, ça permet de faire un nouveau masque. On va l'appeler bleu. C'est fou, hein, je suis vraiment malade dans les noms. Et le bleu, du coup, ça va être cette partie-là. D'accord? Donc ça va nous permettre de couper notre image en deux. Si je veux bien fermer, putain, il me fatigue. Donc, allez, hop, pour fermer, tu peux prendre les deux derniers et appuyer sur F, non? Il me saoule. CTRL-clic, voilà. Donc c'est CTRL-clic pour fermer en sélectionnant le dernier. Maintenant qu'on a ça, on a deux masques, on peut revenir ici en View, et l'idée c'est comment je fais pour avoir, parce que là on a des masques, mais comment on peut les utiliser dans notre compositing? C'est très simple. Pour les importer, faire Shift A, Search, et tu vas dans Mask, simplement. D'accord? Et le masque, ici, tu peux choisir les masques que tu as créés entre bleu et vert. Si tu n'as rien ici, c'est que tu n'as pas fait les masques, simplement. Donc on va chercher le bleu ici, hop, on va le dupliquer avec Shift D, comme en 3D finalement, et ici on va chercher du coup le vert. D'accord? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces masques pour changer la couleur de notre image. Encore une fois, on va le faire, par contre, attention, une fois que le glare a été effectué, mais par contre, avant la distorsion. Et ici, je vais venir créer un mix. Mix. D'accord? Shift A, S, mix. Le mix, ça sert encore une fois, comme en shader, à ajouter une couleur dans notre image. Et je vais venir ici mettre ça en facteur. Alors là, il va falloir que j'explique parce qu'il faut vraiment que j'explique. Donc je mets et j'explique. Je mets ça en facteur, je mets l'image ici et je laisse le truc en blanc et j'affiche ça. D'accord? Pour l'afficher d'ailleurs, en CTRL SHIFT clic gauche pour que ça fonctionne. Mais attention, il faut activer la donne Node Wrangler si tu veux pouvoir afficher directement. Node Wrangler, CTRL SHIFT clic gauche, la donne Node Wrangler, il faut que tu ailles dans Edit, Préférences, Add-on, et tu viens chercher ici Node Wrangler et tu cliques sur Activer ici. Okay. Donc tu vois qu'en fait, quand je fais ça, quand je mets ça en facteur avec un truc blanc ici, le blanc va apparaître dans l'endroit du masque et le reste de l'image, qui est donc cette partie-là, va apparaître derrière. Et en fait, l'idée c'est de bien comprendre ça. C'est qu'en fait, on a un masque ici en noir et blanc. D'accord? Le noir, la partie noire, ça va afficher l'image qui va être ici, sur la partie du dessus. Alors que le blanc de ton masque, ça va afficher l'image sur la partie du dessous. La preuve, hein, si je mets ça en rouge, tu vois que ça devient rouge. Ok? Ça, c'est vraiment important à rentrer dans le crâne parce que c'est la manière dont fonctionne le système de masque dans absolument tous les logiciels du monde, de compositing, de shading, de ce que tu veux. Dès que tu fais un truc avec un masque, qui est à peu près 80% de ce que tu vas faire, ça marche comme ça. Tu as trois éléments, une image en noir et blanc, une image 1, une image 2. Et l'image en noir et blanc, la partie noire va afficher l'image 1, la partie 2 va afficher l'image 2. D'accord? Image en noir et blanc, la partie noire ici, la partie blanche ici. C'est très important de comprendre ça. Et quand on a compris ça, on se dit, ok, bah ça je peux le mettre en bleu, parce qu'on a dit que je voulais du bleu. Et là, je vais faire un truc, je vais le mettre en addition. Et ce qui est cool avec l'addition, en fait, c'est exactement le même principe de couleur qui donne de la lumière, en fait. Quand tu mets un élément en addition sur une image, c'est exactement comme si tu créais une lumière en 3D. Ça additionne des éléments au pixel. L'addition, c'est le principe de la lumière. Donc je mets en addition parce que je veux rajouter la lumière en bleu ici. Et évidemment, c'est dégueulasse parce que c'est tout serré ici, c'est tout dur. En fait, on va flouter du coup le masque pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Et pour ça, en fait, entre le masque et le mix, on va faire un blur. Donc en fait, on va flouter pour adoucir en fait simplement les bordures ici. Donc on va ici passer en face gaussien simplement parce que c'est le flou le plus rapide à faire. Et on va pousser les valeurs pour avoir un truc comme ça. Voilà. Alors j'ai peut-être été un petit peu fort ici, mais en gros, c'est ça l'idée. D'accord? Donc là, ça donne un bleu un peu cool. Le bleu étant beaucoup trop violent, d'accord? Et la teinte d'ailleurs est pas bonne. Je pense qu'on va plutôt aller sur un truc peut-être un peu plus dans les violets, même ça pourrait être assez sympa. Ouais, c'est plus sympa en fait, en vrai, dans les violets. Voilà. Par contre, du coup, c'est beaucoup trop fort. Donc ici, on va baisser la valeur. Ici, là, tu as une valeur, tu vois. Et on va passer la valeur à genre, voilà, 0,41. Si jamais tu as envie de changer la couleur sans ajouter de la lumière,
pour une raison ou une autre. Tu peux changer le système ici, non pas en add, mais en overlay. L'overlay, ça fait la même chose, sauf que ça assombrit si tu assombris. Alors que l'add, ça ne va jamais assombrir. D'accord? Attention, par contre, l'overlay, ça a tendance à sacrément sa mère assombrir. Donc fais gaffe, du coup, quand même, quand tu l'utilises. Je pense que moi, on va quand même rester sur add, honnêtement. Ok. Donc on a notre partie ici en violet. Peut-être aller chercher carrément un violet et un rose, hein. Ouais, ça va être mieux. Et on va faire la même chose avec le vert. On a envie d'avoir un peu plus vert ici, un peu plus violent. Donc ici, je vais du coup mettre un mix en add. Sauf que là, du coup, ça va être du vert. Et le facteur, évidemment, ce sera non plus le masque bleu, mais le masque vert, hein, tout simplement. Et ça, on met ça en vert. On va mettre ça comme ça pour l'instant. Voilà. Et de la même manière, ici, tu veux flouter le masque. Hein, donc je vais prendre ça, Shift D, hop, et je le mets là. D'accord? Voilà. Non, c'est pas mal. Et ici, ce qu'on va faire, c'est venir évidemment rendre ça beaucoup moins violent. Encore une fois, le fait que le noir fasse disparaître le truc, c'est parce qu'on est en addition. L'addition, comme c'est de la lumière noire, ça n'éclaire rien, donc c'est transparent. La lumière blanche, ça éclaire à fond, donc c'est blanc. D'accord? Je pourrais expliquer vraiment les maths qu'il y a derrière, mais j'en perdrais pas mal et ça n'apporterait pas ici grand-chose. Voilà, et là, du coup, on a une teinte. Donc, on est passé de ça, d'accord, à ça. Tu vois, on a vraiment rattrapé un petit peu ce côté et ça nous permet d'avoir du coup ce côté un peu éclairé, un peu plus sympa, un peu plus cinématographique, tu vois. Et ici, du coup, lens distortion et bam, voilà un petit peu ce qu'on a. Ok, alors évidemment, on va mettre ça par contre là-dedans, hein. Ok, donc ça c'est bon, on est pas mal. On va quand même du coup venir retravailler un peu l'image, notamment en termes de contraste, parce que là en termes de contraste, on est un peu fadasse ici, notamment ici, on manque un peu de contraste. Donc je vais venir ici chercher directement une curve, en fait. Une curve, ça sert à retoucher les contrastes. On va mettre ça ici. Et je ne vais pas forcément toucher à ça, en tout cas pas tout de suite. Je vais surtout toucher à black level, white level. Alors, c'est très simple à comprendre. Le black level, c'est à quel point tes noirs sont noirs. Et le white level, c'est à quel point tes blancs, t'es blanc. Tes blancs sont déjà blancs ici. Donc on va pas toucher au white level. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les noirs. Parce que les noirs, par contre, là, tu vois, tout est gris. On n'a pas de noir ici. Ça devrait être noir, tu vois. Ça devrait être noir, c'est pas noir. Donc on va prendre ce black level et plus on va le remonter, tu vois, plus tes noirs vont être noirs. Tu vois, là, je l'ai remonté à fond, tu vois, et là, quasiment tout est noir. Donc c'est n'importe quoi. Mais du coup, on va venir ici et venir le mettre au fur et à mesure, tranquillement, jusqu'à ce que mes noirs deviennent noirs. Hop, et voilà. Et là, on est noir à cet endroit-là, c'est parfait. Et là, le problème, c'est qu'en faisant ça, on a bouché l'arrière-plan. Je sais pas si tu te rends compte, mais l'arrière-plan est complètement bouché. Mais j'arrivais pas à avoir mes noirs ici. Surtout que dans la nature, naturellement, souvent, c'est l'inverse. C'est l'arrière-plan qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus décontrasté que l'avant-plan. Simplement parce que en fait, l'arrière-plan, il y a une atmosphère qui fait que ça se contraste moins, en fait, et ça vient à se teinter. Alors, la version avancée de ça, on aurait utilisé ce qu'on appelle une mist, mais honnêtement, c'est un petit peu trop avancé pour ce qu'on a vu aujourd'hui. On n'a plus assez de choses pour que je puisse correctement te l'expliquer. Donc, on va juste prendre la même technique qu'on a utilisée pour faire le bleu et le vert. On va faire un masque de l'arrière-plan très rapide pour du coup enlever. En fait, on va garder ce noir-là. Donc, en gros, on va aller venir détourer tout ça là pour dégager tout ça. Donc c'est parti, comment je fais? Je viens ici en masque, je fais un nouveau masque ici en appuyant sur plus, je vais l'appeler BG pour background, et j'appuie sur CTRL et je viens hop, chercher ici mon arrière-plan, tac, tac, voilà. Ok. Bah alors, allez, CTRL, putain il me fatigue. Il a fait 15 points le con là. T'es bien gentil mon monsieur, hein, mais... Ah. Voilà, cela étant fait du coup, je repasse en image, j'importe mon masque, donc je duplique ici le vert, je viens chercher le background, encore une fois, pour dupliquer, c'est Shift D. Et le background ici, je viens simplement en fait dire, bah, le background va me servir de à quel endroit ça fonctionne. Et c'est cool, tu as aussi un facteur dans la curve. Donc si tu mets le masque dans le facteur, la curve ne va fonctionner que dans le masque, tu vois. Évidemment, nous, c'est l'inverse, on voudrait que ça marche que là et pas là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le masque. Pour ça, il suffit de faire un nœud qui s'appelle invert. C'est fou, hein. Hop, ça inverse. Parfait. Et on va évidemment, de la même manière, comme tout à l'heure, le flouter. D'accord? Donc ici, blur, hop, voilà. Ça permet du coup de rattraper les noirs ici, on reste dans la teinte. Par contre, ici, nos noirs là sont bien noirs. D'accord? Je te montre avant-après. Avant. D'accord? Et après. C'est quand même un peu plus fonctionnel. Même si je pense que j'ai un poil forcé les noirs. On va y aller un peu moins fort. Voilà. Et là, on a globalement une image terminée, en fait. On est cool. Alors, encore une fois, il y aurait beaucoup de choses qu'on peut faire en plus, mais encore une fois, sur les bases. Et c'est le putain de pistolet de Rick et Morty devant un portail entièrement en 3D, fait en même pas 5 heures ensemble. Même pas 5 heures ensemble. C'est quand même fou. Tu viens de découvrir la 3D, t'as peut-être jamais fait de 3D de ta vie, et là, t'as une image qui est terminée, qui est ouf, qui pourrait quasiment être le poster de la prochaine saison de Rick et Morty. Bon, j'exagère, il y a quand même des trucs qui vont, il y a encore beaucoup de choses qui vont pas, mais bon, ça donne une idée de ce qui est possible de faire avec cette technologie. Ça donne aussi une idée de à quel point c'est facile d'avoir un truc au début. C'est-à-dire que plus tu vas avancer, plus c'est compliqué, mais c'est facile avec quelques éléments d'avoir une image très très sympathique. Alors,
Le dernier truc à faire, c'est comment j'enregistre cette image. Hein, comment je l'enregistre? Eh bien, c'est très simple. Regarde, je te montre. Tu refais un rendu en faisant F12. Ok, donc ça va refaire le calcul de ton image. Donc, on va le laisser terminer. Et logiquement, naturellement, dans la fenêtre de rendu de ton image, il devrait t'afficher la version compositée. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'ici, tu es en View Layer. Là, c'est la version rendue, version composée. Donc toi, tu veux la version, évidemment, compositée. Donc tu as la version compositée ici. Ce que tu vas faire maintenant, c'est... Tu vas simplement ici faire Alt plus S. Et là, tu peux enregistrer ton image où tu veux. D'accord? Et je te conseille d'enregistrer en PNG 16 bits. Je ne vais pas détailler le pourquoi du comment. Si tu es intéressé, j'ai déjà fait des vidéos dessus, tu peux aller voir. Et au pire du pire, tu peux me poser la question en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Donc ici, on va, de ce petit panneau-là, on va aller l'enregistrer. Alors moi, je vais l'enregistrer du coup dans justement l'endroit où j'enregistre les cours de enfin les scènes de ce cours, comme ça tu l'auras aussi. Donc, bah voilà. Ici, j'ai... Attends. Gun modé. Bon, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pas un dossier remodé, en fait, c'est qu'une scène, bon, c'est pas grave. Ici, hop, on va l'appeler du coup render fix comp. Voilà. Et voilà, et c'est enregistré, et c'est sauvé, et tu n'as plus rien à faire. Ton image, et elle est là, elle est en place, et c'est fini. Pas mal, non? Pas mal? Moi, je trouve ça pas mal. Pas mal. Alors, cela étant dit, tu as peut-être l'impression qu'on a terminé. On n'a pas du tout terminé. Parce que sur les prochaines vidéos, je vais te montrer comment on va l'animer, ce truc. On va animer le petit pistolet, tu vois, on va lui faire des jambes, il va courir et tout, ça va être incroyable. Donc on va aller encore beaucoup plus loin que ça. On a fait une image, mais on va aller jusque du coup à l'animation, le rendu d'animation. On va faire un petit film en fait ensemble. Donc ça va vraiment être super cool. Mais tu te dis que putain, ça commence à être un peu intense là. T'as des trucs que t'as pas compris, t'as des trucs que tu fais, oh putain, je savais pas qu'on ferait autant de choses. Peut-être qu'il faudrait faire une petite pause pour savoir si t'as bien tout compris, il n'y a pas d'erreur. Voilà ce que je te propose. J'ai fait un truc très intéressant qui est gratuit avec cette petite série de cours sur YouTube. Je vais te mettre un petit lien ici qui va apparaître juste à la fin de la vidéo là. Là, voilà, là. Et dans ce petit lien, tu as 3 choses hyper intéressantes. Et la plus intéressante, c'est la dernière. La première chose, c'est la liste de toutes les vidéos YouTube dans l'ordre que tu peux regarder. T'as pas à aller à chercher sur YouTube et à galérer et tout. Juste la liste. Ensuite, en dessous de chaque vidéo YouTube, tu vas avoir les fichiers qui correspondent à la vidéo. Gratuitement, tu auras les fichiers Blunt, tu pourras les regarder, comprendre, les comparer avec les tiens, etc. C'est vachement pratique. Ça te permet vraiment de ne pas être perdu et d'avoir un élément sur lequel te baser de très tangible et concret, plutôt que juste la vidéo, et tu peux pas comparer en fait avec une vidéo. Donc les fichiers de chacune des vidéos. Et enfin, et c'est le truc le plus abusé que j'ai jamais mis en place de ma vie depuis que j'ai ouvert cette chaîne, il va y avoir un questionnaire à la fin. D'accord? Un questionnaire sur les cours, qui va tester un petit peu ton assiduité en tant qu'élève. Tu vas te me dire, mais en quoi c'est bien en fait? Tu crois pas que j'en ai un peu marre des interros écrites? Non, non, si, c'est cool, crois-moi. Pourquoi c'est cool? Parce qu'en fait, si tu gères le questionnaire, si tu réponds correctement au questionnaire, je t'offre gratuitement une demi-heure de rendez-vous avec moi. Une demi-heure de rendez-vous avec moi en visio où tu pourras me poser toutes tes questions, faire un point sur où est-ce que tu en es, ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, sur ce projet ou sur autre chose. Je m'en branle. Peu importe, tant que ça parle un minimum de 3D, je te répondrai avec grand plaisir. Une demi-heure de rendez-vous avec moi. C'est offert, c'est gratuit, il suffit juste de répondre correctement au questionnaire. Pourquoi? Parce que je veux juste savoir si tu as correctement au moins pris l'effort, fait l'effort de regarder correctement les cours, parce que je veux éviter d'avoir des touristes, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça t'intéresse. Pour y accéder, tu n'as qu'à cliquer juste là, c'est gratuit. Et je te dis, moi, à très vite.